Ça va démarrer. Bonjour à tous. Nous allons bientôt démarrer le webinaire dans un peu moins d'une minute. Je souhaite la bienvenue à ceux déjà connectés. Bonjour Guillaume, bonjour Mickaël, bonjour Stéphane. J'attends encore quelques minutes avant de pouvoir vous présenter la salle et tout ce que nous allons faire pendant ces 30 minutes qui vont passer très vite. Vous avez... Donc Nicolas vous demande si vous nous entendez bien. J'imagine que ça doit bien fonctionner. Bonjour Stéphane. Super. Parfait. Merci. Bonjour Asma. Bon. Alors, je vais démarrer parce que ça va passer très vite. Bienvenue à tous. Nous avons donc une demi-heure de démonstration. Nicolas va vous faire une démonstration de nos outils pendant une vingtaine de minutes. Et puis, nous réserverons les 10 dernières minutes aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisque nous ne pourrons pas vous donner la parole en live, mais nous répondrons à chacune de vos questions. Si toutefois nous n'avions pas le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à contact@alef-networks.com en sachant que je vais vous mettre l'adresse mail dans le chat. Nous pourrons comme ça vous recontacter et répondre à vos questions. Vous allez avoir de la documentation mise à disposition dans la salle que vous pouvez télécharger. Et puis, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai tout dit. Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Mélina. Bonjour à tous. Alors, juste pour info, la doc, c'est en bas. Hein. Il y a un petit icône avec afficher les documents. La présentation est disponible. Vous avez quelques docs. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une rapide présentation du pourquoi et ensuite vous présenter un de nos outils dans le cadre de la cyber, parce qu'on verra, on aura d'autres webinaires sur d'autres sujets avec les mêmes outils. Mais on va déjà aborder le thème de la cyber et tout particulièrement dans le cadre de NIS2 et DORA, hein, DORA qui est déjà présent avec les premières pénalités qui vont tomber en janvier. Donc, il était important de vous montrer ça. Bon, on peut y aller, Mélina, tu peux passer, voilà. Alors, ce qui est très important à comprendre, souvent on ne comprend pas pourquoi est-ce que la presse parle de fuite de données, pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir mes données personnelles, les données de mon entreprise qui ont fuité. Et c'est vrai que c'est un peu abstrait à comprendre pourquoi est-ce que c'est un problème. Et en fait, je pense qu'on n'explique pas assez pourquoi est-ce que c'est un problème, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque processus d'attaque cyber est issu d'informations et de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'attaque cyber sans data. Que ça soit de la data de votre système d'information, de l'information personnelle, de l'information sur votre entreprise ou des documents, des factures et autres. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Ces données-là vont être de la matière. En soi, ce n'est pas forcément un problème d'avoir son adresse et autres, mais par contre, ça va servir à de l'arnaque, à des tentatives d'intrusion, à des tentatives de manipulation pour vous extorquer soit encore plus de data pour faire des attaques plus puissantes, soit directement déstabiliser votre entreprise ou balancer un ransomware pour vous mettre en situation d'être dans l'obligation ou dans la contrainte, vous mettre dans un système de contrainte pour vous extorquer des fonds ou arrêter votre système. Donc, ça, c'est vraiment essentiel de savoir que ces données-là, elles servent. Et c'est pour ça qu'on en trouve autant et c'est pour ça qu'ils les recherchent. Donc, c'est là où l'enjeu de connaître les données qui sont déjà à l'extérieur vont permettre de savoir quel type d'attaque vous allez subir et donc de les anticiper. Donc ça, c'est le premier point, hein, c'est vraiment comprendre ça, d'où la nécessité de faire ce travail-là d'identification des données qui sont déjà dehors
Donc ça, c'est un premier temps. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans la norme DORA de manière explicite et de manière implicite dans NIS2, dans la partie analyse de risque. C'est pour ça que comment on fait pragmatiquement et opérationnellement, on commence par faire un travail sur une structure, identifier toute l'historique des données qui vous concernent et qui concernent votre entreprise, qui sont présentes dans le dark web et dans le deep web et qui vont servir de matière à ces attaques-là. Ça, généralement, il y a beaucoup de volume et nos clients ont du mal à absorber cette charge-là. Donc, généralement, dans 80% des cas, on va faire une prestation avec un outil qui s'appelle Aleph Search, que je vais vous montrer très rapidement, qui va permettre d'identifier ces données, d'analyser le contexte, c'est-à-dire qui les a dérobées, est-ce qu'elles sont facilement accessibles, est-ce qu'il y a des notions de spread, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont diffusées, copiées de partout ou pas, quelle typologie de documents. Ensuite, on va faire une analyse de risque. On va dire est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est probable ou peu probable. Et ensuite, on va vous faire des préconisations sur tout cet historique-là, ce qui va vous permettre d'anticiper et de vous protéger de ces attaques issues de ces données, vieilles ou pas. Parce qu'il y a des données historiques qui servent, hélas, encore à faire des attaques. Pas toutes, hein, mais certaines. Donc, on fait toute cette analyse parce que généralement, il y a un gros volume, hélas, et nos clients sont rarement capables d'absorber cette charge-là, qui implique de travail. Donc ça, on va faire ce travail-là avec nos outils d'analyse historique. Une fois qu'on a fait ce travail-là, tout l'enjeu, ça va être d'être alerté au plus tôt quand il y a une fuite de données. Donc là, on va mettre en place des systèmes d'alerte, c'est-à-dire on va prendre certains mots-clés qui correspondent à votre structure, à vos adresses email, à vos noms de domaine. Si on est dans le cadre de DORA et de NIS2, alors dans le cadre de DORA, ça va être les noms de votre fournisseur IT, hein, puisqu'ils sont soumis à DORA, vos fournisseurs stratégiques qui ont des données qui peuvent permettre de faire des attaques. Et tout ça, on va le mettre sous surveillance et vous serez alerté au plus tôt pour pouvoir mettre des plans d'action très rapides. Donc là, on vous accompagne effectivement, on fait ce qu'on appelle des levées de doute. Hein. Si vous avez une alerte qui se lève, ça je vais vous montrer, vous êtes prévenu par email, tout va bien. Et donc, on est là pour vous accompagner pour faire la levée de doute, analyser très rapidement le risque et savoir s'il y a des choses à mettre en place très vite en premier abord. Alors, ça peut être des cas très simples. Hein. Je vous prends un cas très, très simple d'une alerte. Vous avez une facture, ne serait-ce qu'une facture qui est chez un fournisseur qui se fait voler ses données. Dans cette facture, il y a une date de renouvellement, un montant et un numéro client. Ça, c'est typiquement le type d'attaque où vous allez recevoir dans les 6 mois, à la date de renouvellement, un mail de phishing, un faux mail, qui va vous demander, qui va vous faire une promo. Merci de cliquer ici, vous êtes en renouvellement, vous avez 20% de rabais si vous renouvelez votre prestation un mois avant la date. Et en fait, oui. D'ailleurs, nous avons fait des webinaires avant l'été avec différents cas d'usage où justement nous reprenons tous les documents qui peuvent avoir fuité sur le dark web ou sur le clear web et qui du coup provoquent des campagnes de phishing ou peuvent aussi provoquer d'autres problèmes liés à la sûreté ou au ransomware, etc. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, je vous mettrai les liens dans le chat, puisque là vous avez les différents cas d'usage et à chaque fois nous allons faire des démonstrations pour développer ces cas d'usage. Voilà, excuse-moi Nicolas. Non, pas de souci, très bien. Donc là, on vous a fait un petit tableau pour essayer d'être clair. Donc, on a vraiment la partie analyse. On a un outil puissant qui va être généralement acheté par des ETI, par des grosses structures ou des prestataires de services en cyber et en CTI. Et Aleph Alert est plutôt destiné à des PME, des grosses PME qui n'ont pas les ressources pour faire toute la partie analyse.
Donc, c'est nous qui allons faire, ou certains de nos partenaires qui font ce travail sur la partie analyse avec Aleph Search. Donc, je vais vous présenter très rapidement Aleph Search pour vous montrer que c'est un outil qui est puissant. Et ensuite, je prendrai un petit peu plus de temps sur Aleph Alert. Donc, j'ai partagé mon écran. Hop. Tout l'écran. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Pas encore, il faut que j'accepte, excuse-moi. Voilà, c'est tout bon. Je pense que l'écran ne va pas tarder à s'afficher pour tout le monde. Donc là, petite protection de sécurité. On est un petit peu exigeant sur la partie sécurité. Donc en fait, par exemple ici, c'est Aleph Search. Hein. C'est pas l'outil qu'on va vous présenter, c'est juste pour vous montrer avec quoi est-ce qu'on travaille. Si je vais travailler avec Aleph Network, puisque dans 98% des cas, on trouve des données sur les structures, hein, et là, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Si je fais la requête Aleph Search, je vais avoir deux métriques en premier abord. Je vais avoir la notion de spread, c'est-à-dire sur combien de sites j'ai de l'information qui concerne Aleph Networks et combien de résultats. Donc, j'ai 34 sites qui contiennent des éléments d'Aleph Networks sur 565 résultats. Donc, tout notre travail, ça va être d'analyser en prestation les données qui sont présentes et le risque qui est associé. Ensuite, vous avez tous les domaines, hein, tous les sites qui contiennent les données avec le nombre de fois où ça apparaît. Donc, vous avez vu, il y a quand même un petit peu de travail, même pour une structure de notre taille, hein, d'une vingtaine de personnes. Hein. Vous allez avoir la cartographie pour savoir sous quelle législation je peux intervenir. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de supprimer mes données, je sais que j'ai des données sur 6 sites en France. J'ai des données ici, et donc je peux déclencher une procédure judiciaire pour demander la suppression. Si c'est aux États-Unis, ça se fait, c'est un peu plus compliqué. Si c'est en Russie, c'est pas possible. On va voir les pages d'accueil ici qui vont nous permettre de préqualifier la typologie de site et la cartographie de où sont situées vos données pour travailler sur l'écosystème de la présence de vos données. Et là, on a toute une analyse de risque qui est faite autour de cette cartographie-là. Donc ça, c'est pas ce que je veux vous présenter, c'était simplement pour vous montrer avec quel outil on travaille, nous, pour nos prestations de services. Donc c'est très puissant, mais voilà, il faut un peu de formation. Ça se fait bien, hein, mais il faut quand même être du métier pour arriver à se servir de ces outils-là. Voilà l'outil que je veux vous présenter. Là, vous avez le dashboard, c'est Aleph Alert. C'est un outil qui est beaucoup plus simple. Donc, j'ai mis deux capteurs, hein, c'est-à-dire deux mots-clés. Vous avez un capteur olympique, puisqu'on a suivi les Jeux olympiques. Et donc là, à chaque fois que vous avez une barre, vous avez un nombre. Chaque fois, c'est un jour. Et vous avez le nombre de résultats, de nouveaux résultats qui apparaissent. C'est-à-dire que le 28 août, on avait 50 résultats et on voit un gros pic du nombre de résultats, de données qui sortent le 6 septembre. Et on voit que ça décroît par la suite. On voit que j'ai deux capteurs, j'ai deux alertes, 30 résultats, et voilà le nombre d'éléments que j'ai à analyser. Ça, c'est le total des documents qu'on a. Hein. On a 1,2 million, donc ça demande un petit peu de travail. Mais bon, c'est un cas qui est assez générique. Ensuite, si je vous présente comment ça marche, on va définir avec vous vos mots-clés. Donc, généralement entre 10 et 20 pour une petite structure. Ici, vous voyez, j'ai test olympique. Le mot-clé, c'est olympique. Ça peut être le nom de votre structure. Et là, ici, je vais avoir chaque jour le nombre de résultats qui sort. Vous voyez, le 17-09, donc ce matin, j'ai eu 70 résultats sur cette alerte, sur ce capteur. Et je vais pouvoir aller voir, vous voyez, là j'ai les liens, les domaines, et si j'ai envie d'aller voir ce que c'est, là je vais prendre quelque chose dans le dark web, j'ai le détail, et donc je vais pouvoir faire mon analyse avec tout le contenu, la page d'accueil qui va me permettre de qualifier le site, le titre et le lien. Donc je vois qu'ici, voilà, il y a le mot-clé en rouge. Et donc là, vous avez cette interface-là, vous êtes alerté
par email. Et bien évidemment, vous n'aurez pas un mot-clé olympique qui va vous générer beaucoup de volume. Là, c'est plus pour l'exemple. On a un exemple sur un document, c'est hashtest, où en fait, on a mis un marqueur dans un document. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer. On a simplement mis un marqueur chez des documents d'un de nos clients, qui est un marqueur qui est une chaîne qu'on inclut en fait dans les documents, dans les métadonnées de tous les documents stratégiques de ce client-là. On a simulé une fuite et on voit bien que cette fuite a été détectée le 14/09. Le document a fuité le 13, donc on l'a détecté le lendemain. Et donc, je sais que ce document a fuité. J'ai le lieu où il a fuité et j'ai la page d'accueil du forum sur lequel a fuité le document avec le lien. Donc là, je pourrais vous montrer rapidement. Non, je ne vais pas vous montrer parce que ça va prendre du temps. On a peu de temps. Oui. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est en capacité même d'aller au-delà juste des mots-clés, mais même de mettre des marqueurs au sein de vos documents stratégiques et de les détecter en cas de fuite, même au plus profond du dark web. Si je reprends, j'enlève les métriques du test olympique, j'ai mon hashtest qui va sortir et qui va me dire, ben voilà, j'ai bien une alerte qui est sortie. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez simple. Le gros du travail, ça va être définir avec vous les mots-clés qu'on va mettre dans les capteurs. Et une fois que c'est fait, vous êtes alerté par email en cas de fuite et vous avez un bouton magique qui nous contacte si vous avez un souci dans la qualification du risque. On vous répond et on vous accompagne sur la remédiation. Et ça, donc, c'est une obligation dans le cadre de DORA. Et toute la partie analyse, alors je vais départager mon écran. Alors, je rebondis sur ta phrase. Stéphane demandait sur quel article DORA nous étions compatibles. De mémoire, c'est article 23.2, recherche en source ouverte. Obligation de recherche en source ouverte. Vous avez un article sur notre site, dans la rubrique blog. Je vais le mettre à disposition. Sur ce point-là. Et donc ça, c'est une obligation depuis janvier 2024, mais les pénalités, c'est mi-janvier 2025. Et donc, il y a une obligation de le faire non seulement sur sa structure, mais aussi sur les fournisseurs. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Mélina, si tu veux repartager là, si je vais réussir à respecter le timing. Alors, je pense que si tu départages ton écran, j'aurai de nouveau la présentation. Alors, normalement, je ne suis plus en partage. Est-ce que vous voyez la documentation? Non, je vais refaire, c'est pas grave. Plouf, plouf, plouf. Donc oui, et toute cette partie analyse historique, ça va permettre de remplir toute la partie analyse de risque dans le cas de NIS 2. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ces données à l'extérieur génèrent un risque. Et donc, ça fait partie des règles de l'art aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Ça fait partie des règles de l'art d'identifier ces données pour faire une analyse de risque d'attaque issue de ces données-là, parce qu'on sait qu'elles servent à des cyberattaques. Donc, petit point sur ces notions de données, on pense souvent que les données qui ont fuité, elles ont fuité de chez nous. Dans plus de 80% des cas, les données n'ont pas fuité de chez nous. Elles ont fuité de nos fournisseurs et de nos tiers de confiance. C'est bête et méchant, mais aujourd'hui, on est dans un monde numérique avec beaucoup d'interconnexions et tout navigue chez nos fournisseurs. Les clouds, les cabinets comptables, les cabinets de conseil, les notaires, les avocats, les fournisseurs IT, les partenaires, les clients. Même les clients se font… Donc, on retrouve… Vous pouvez avoir des données clients qui remontent chez vous en disant « j'ai un problème, voilà, merci de cliquer là, j'ai mis un PDF avec une capture d'écran ». Les investisseurs qui sont la cible aussi, hein, vous avez des documents stratégiques qui le fuitent, les banques aussi, donc, qui ne sont pas à l'abri, même si c'est plus rare. Par contre, quand ça fuite des banques, ça pique. Donc, tout le travail, et c'est bien le cadre DORA et de NIS 2, c'est d'étendre cette prise de conscience, non pas à son seul système d'information, mais à tout l'écosystème. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver dans ces deux normes-là cette notion de fournisseur qui n'existait pas dans NIS 1
et qui n'existait pas avant DORA. Hein. Vous ne l'avez même pas dans l'ISO 27001. Donc, on va travailler sur cette cartographie-là. Et dans le cadre de la surveillance avec alerte, même une PME, c'est d'intégrer dans les mots-clés le nom de ses fournisseurs, sachant que vous n'avez pas l'analyse à faire. Hein. Vous avez une métrique à faire et faire une métrique comparative d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à cette alerte, non seulement vous protéger d'une fuite d'un fournisseur qui a oublié de vous prévenir, ça arrive souvent, sachant qu'il a l'obligation légale de vous prévenir, mais surtout, si effectivement il y a une fuite issue d'un fournisseur, c'est d'aller vers lui et de lui demander des comptes. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a un cadre légal hein, sur ces notions de fuite de données. A priori, le document est pas assez zoomé, donc on peut vous le décrire si vous voulez, parce que là, je partage la présentation via la salle. Au milieu, vous avez l'entreprise qui est le cœur, où circulent toutes les informations. Et ce que vous explique Nicolas, c'est donc tout ce qui peut être extérieur au schéma, donc tout ce qu'il va y avoir en périphérie, avec d'un côté les cabinets extérieurs, vos partenaires, vos clients, les investisseurs, les fournisseurs, et les données transitent de part et d'autre, et c'est donc souvent à l'extérieur qu'il peut y avoir des fuites de données, et du coup ça impacte le cœur. Si je peux le résumer comme ça, s'il n'est pas très lisible, en rouge, ce sont les fuites de données. Au centre, c'est le cœur. Si vous protégez l'extérieur, vous protégez l'intérieur. Donc, il y a vraiment ces deux notions qu'on voulait vous faire passer. Hein. C'est cette notion, pourquoi est-ce qu'il faut protéger les données? Parce que c'est les moyens de faire une cyberattaque. Et on répète souvent, il n'y a pas de cyberattaque sans data. Ça ne fonctionne pas. Et Yves pose une question, il dit « Je suppose que la plupart des documents volés ne sont pas en libre service sur le dark web car ils ont vocation à être vendus. Ils ne vous sont donc pas accessibles. Du coup, quel pourcentage de fuites pensez-vous réellement détecter ?» Alors, bonne remarque. En fait, on constate que ces documents-là sont vendus dans 20% des cas. On arrive à détecter… Alors, dans le cas où ils sont vendus, effectivement, ils ne sont pas accessibles, on arrive à détecter le nom de l'entreprise et pas le document, parce qu'ils le mettent en vitrine. Hein. Donc ça, on le détecte. Votre fournisseur. C'est pour ça qu'il faut mettre en surveillance le nom du fournisseur. Et dans 80% des cas, si la rançon n'est pas payée, parfois même si elle est payée, les données sont accessibles publiquement dans 80% des cas. Et là, je ne peux pas vous montrer pour des raisons légales, mais vous avez des répertoires, vous avez toutes les victimes, vous avez un répertoire par victime, et vous avez des terras de données, hein, ça se compte en terras, de données volées qui sont mises à disposition gratuitement. Parce que ça fait peur. Donc, ils travaillent sur cette peur-là. Si effectivement ces données-là sortent, ça met en danger la structure. Donc, en fait, ils font du business non pas sur la vente de données, mais sur le déchiffrement ou sur la non-publication de ces données de manière publique. Parce qu'il y a aussi un problème d'image. Donc, on a les deux cas, hein, mais on a un 80-20. Hein, il y a 96% des ransomware qui publient leurs data sur le dark web et il y a 80% où les données sont publiquement accessibles. Sinon, on n'aurait pas des terras et des terras de données sur nos serveurs. Tout à fait. D'ailleurs, Stéphane demande comment Aleph arrive à analyser les données du dark web sans se mettre dans une situation de reseller. Vous venez d'en avoir l'exemple. Déjà, nous ne montrons jamais les données que nous pouvons avoir en public. Nous avons une note complète juridique sur l'utilisation de nos moteurs. Aleph Alert repose sur la technologie du moteur de recherche Aleph Search que vous a montré Nicolas en introduction. Et cet outil-là est un moteur de recherche et donc nous sommes régis par le cadre des moteurs de recherche. Et je vais vous mettre la note juridique en téléchargement pour que vous puissiez voir le cadre légal complet. Mais c'est une excellente question et merci de la poser parce qu'il y a un vrai souci effectivement sur cette notion de recel de données. Le cadre légal, ça s'appelle la RIFI. Effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'un moteur de recherche n'est pas soumis à la même législation? C'est un cas particulier, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de collecte ciblée. Nous collectons toutes les données du dark web. Alors, je dis souvent, on collecte autant d'images de poneys
que de données volées. On n'a pas d'intentionnalité d'aller chercher de la donnée volée. À partir du moment où on fait une requête, là, on a un risque. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de requête sans mandat. Donc, on se met dans le cadre de la RIFI et on ne fait pas de téléchargement manuel et d'analyse sans mandat. Donc, on se met dans le cadre de la RIFI, mais on n'a aucun consultant qui va dire au moteur, il faut télécharger ça, parce que là, effectivement, on se retrouverait dans une notion de recette. Alors, la contrepartie, c'est qu'il faut une techno pour le faire, qu'il faut beaucoup de disques et que c'est très compliqué parce qu'on a énormément de volume de données de poney. En fait, je rigole même pas, hein, on a vraiment beaucoup d'images de poney. Donc, la contrepartie, c'est qu'il faut une techno, ça coûte très cher à faire parce qu'il faut beaucoup d'espace de stockage et une technologie capable de répondre très, très vite sur un gros volume de données. C'est pour ça qu'on est très peu à le faire dans le monde. Hein. En Europe, on est les seuls à avoir ce type de technologie. On a un concurrent aux États-Unis et un concurrent en Israël. Tous les autres prennent le risque, effectivement, de se retrouver dans un cadre recel. Et du coup, Asma demande, est-ce que la recherche est en temps réel? Oui. En fait, la collecte, c'est pour ça que c'est un projet qui a été financé par la Direction générale des armées. Hein, c'est issu d'un projet de recherche qui permet de faire de la collecte en temps réel, c'est-à-dire que le moment où on collecte la donnée, il y a moins de 30 secondes entre la collecte de la donnée et la mise à disposition dans le moteur de recherche. Et après, au niveau des alertes, c'est rejoué toutes les nuits, c'est-à-dire que les recherches sont rejouées toutes les nuits. Et s'il y a un delta entre la recherche initiale, c'est-à-dire l'historique, et la recherche à date, vous êtes prévenu justement avec Aleph Alert de ce delta, donc de la nouvelle donnée qui est présente. Entre le temps de dépôt d'un fichier sur le dark web et le temps d'alerte, au maximum, on a 24 heures. Il faut le temps qui passe. Hein. On ne peut pas crawler toutes les secondes. Hein. Dans le dark web, en collecte massive, on en est à 120 000 actifs, mais on surveille plusieurs millions de sites dans le dark web. Comme un Google. Hein. C'est exactement le même type de techno. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Nicolas d'avoir répondu en direct. Ah oui, je crois que... Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu votre module de DataVis? Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez préciser votre question quand vous parlez du module de DataVis? Est-ce que vous voulez voir peut-être... Je pense que c'est sur Aleph Search. Oui, voilà, c'est ce que j'imaginais, mais... Je repartage mon écran. Alors oui, c'était par rapport à Aleph Search ou Aleph Alert, ma question. Merci Stéphane. Mais Nicolas a répondu tout de suite. Je te donne la main. Pardon. Vous voyez mon écran? Ils vont le voir dans une minute parce que j'ai mis un peu de temps. C'est bon, normalement. Alors, comme je n'ai pas de mandat pour faire n'importe quoi comme recherche, pour faire une recherche sur des personnes ou des structures, je vais faire une recherche générique sur une amphétamine qui a été utilisée par Daesh. Alors, j'espère que je n'aurai pas d'image choquante. Normalement, avec Captagon, ça devrait être bon. Voilà. Mais c'est plus pour vous montrer la partie DataVis. Donc, on représente en fait de 4 manières les résultats de recherche, soit sous forme de liste à la Google, avec les métadonnées à droite, soit les domaines avec le nombre de fois où le mot-clé va apparaître dans les résultats de recherche. Là, oui, voilà, il y a 480 sites. Soit pour tout ce qui est deep web, les localisations, je vous l'ai montré tout à l'heure, soit sous forme de page d'accueil. Vous voyez, il y a des places de vente. Hein. Là, on voit que c'est une place de vente de drogue sur le dark web. Je ne sais pas si l'affichage suit de votre côté. Ça a l'air de suivre. J'alerte sur le temps, il nous reste 1 minute. Et là, ce sont tous les sites et les interconnexions entre les sites. Et puis après, là, on a des outils orientés graphes qui font tourner des algorithmes orientés graphes pour identifier ce qu'on appelle les autorités, les hubs, les sites qui sont cachés, comme celui-là ici. Vous voyez, c'est un site. Ici, c'est un site de Data Leak. Ah ben voilà, c'est un bon exemple.
c'est Ransom House qui dépose ces données de ses victimes. Donc là, c'est une des victimes. Vous voyez, vous avez les répertoires où vous pouvez télécharger toutes les données de la victime. President Office, Medico Marketing, Confinfo, Clinical Research, Biotech et ADL. Donc ça, c'est une capture d'écran du lieu où on peut télécharger les données de manière publique et sans les payer. Et si je regarde rapidement les pages d'accueil, je peux alors là, j'ai fait Captagon comme recherche, donc c'est pas... Ils doivent produire du Captagon, mais là, vous avez toutes les pages d'accueil des différents sites qui contiennent ce mot-clé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a peu de temps, il me reste 1 minute, mais voilà, c'était pour répondre à la question du DataVis. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin. Parce que là, Search, il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a beaucoup de choses à montrer, en sachant que nous allons avoir un webinaire dédié sur la démonstration de Search. Ce sera le 4e épisode des démonstrations, des webinaires de démonstration. Le prochain webinaire de démonstration aura lieu le 1er octobre. Nous allons vous faire passer toutes les informations. Donc, si vous voulez une démonstration personnalisée, je vous ai indiqué notre adresse de contact. Si vous souhaitez, vous allez avoir le lien de replay, donc n'hésitez pas aussi à aller le consulter et à le partager. Et j'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à une majorité de vos questions. Je pense que nous pouvons mettre fin à ce premier webinaire de démonstration et on vous donne rendez-vous début octobre. Alors pour répondre à l'API rapidement, oui, nous avons des API qui permettent d'intégrer. On est en train de finaliser un connecteur sur de l'OpenCTI et on a des API, oui, si vous souhaitez l'intégrer à un outil de consolidation. Il n'y a pas de souci. Super. Merci à tous. Merci on avait promis une demi-heure. On a tenu le timing. Si vous avez d'autres questions, on reste connecté quelques minutes pour les recueillir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci.